Bonjour à tous et bienvenue sur 100% Live, la radio de Wisport. Aujourd'hui, on va parler Euro, équipe de France, comme vous devez le savoir sans doute. L'Euro démarre dans un peu plus de 3 semaines et donc on va revenir aujourd'hui sur la liste de Didier Deschamps qui a été annoncée il y a quelques jours avec une surprise, une très très grosse surprise puisque le peuple a été entendu. Karim Benzema est de retour en équipe de France après 6 ans d'absence, ce qui est une éternité pour un attaquant de ce calibre. Le KB9, comme ses supporters le surnomment, est de retour en sélection nationale aux côtés d'autres joueurs comme Kylian Mbappé, comme Antoine Griezmann, comme Olivier Giroud, même si on ne sait pas s'ils seront forcément alignés ensemble à l'occasion de cet Euro. Ce qui va nous permettre donc de débattre de cette liste de Didier Deschamps. Hors Karim Benzema, il y a évidemment d'autres enseignements à tirer, les absences de Kamavinga, de Ferland Mendy, la présence de Jules Koundé, enfin voilà, plein de choses dont on va pouvoir parler aujourd'hui avec mon invité du jour, mon chroniqueur, mon binôme de toujours, Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Salut Grégoire, la grande forme, j'ai envie de parler de tout ça, j'ai envie de pointer du doigt ceux qui ont l'unanimité de Didier Deschamps et j'ai envie de tacler un peu, mais surtout, effectivement, tu l'as dit, direct, le peuple a été entendu et voilà, c'est quand même la grosse nouvelle. Vous l'aurez compris, Mathieu compte tenir une tribune sur Moussa Sissoko qui sera sélectionné par Deschamps jusqu'à l'Euro 2124. Non, plus sérieusement, Exactement. on va donc commencer à parler sans plus tarder de cette liste de Didier Deschamps. On va vous faire un petit retour, voilà, outre effectivement simplement le rappel de la liste. On va donc débriefer des choix de Didier Deschamps avant cette grande compétition internationale. L'équipe de France a atteint la finale de ces deux dernières grandes compétitions internationales disputées, pardon, que ce soit l'Euro 2016 ou la Coupe du Monde 2018. Est-ce qu'ils en feront de même lors de cet Euro 2020-2021? On ne sait pas trop comment l'appeler. Officiellement, les instances ont dit qu'on devait continuer de l'appeler Euro 2020, donc on va continuer de l'appeler Euro 2020. Juste avant de commencer, je vais vous rappeler donc la liste de Didier Deschamps, la liste des 26 joueurs Fais-nous retenus pour rêver, l'Euro. vas-y. Donc au poste de gardien de but, pas de surprise, hein, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Maignan qui décrochera peut-être le titre avec le LOSC ce dimanche. En défense, on a ensuite Clément Langlais, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, donc Raphaël Varane, Léo Dubois, Lucas Digne et Kurt Zouma qui, comme Moussa Sissoko, semble en tout cas avoir une certaine immunité Ah, sous des champs. ça, tu vois déjà là, comme ça, là, t'envoies le débat parce que je suis pas forcément d'accord. On n'est pas dans le même sac, les deux là. Et au milieu de terrain, donc Thomas Lemar, N'Golo Kanté, Moussa Sissoko, Paul Pogba, Corentin Tolisso et Adrien Rabiot, un autre revenant hein, de la liste de Deschamps, bon, qui était dans le groupe depuis plusieurs mois, mais on le sait, à la Coupe du Monde 2018, il avait refusé son statut de réserviste et ça avait fait polémique. Et donc en attaquant, Wissam Ben Yedder, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Karim Benzema, et peut-être la petite surprise, même s'il avait fait des bonnes prestations lors de sa première convocation chez Léa, c'est Marcus Thuram qui a fait une saison plutôt convenable avec Gladbach, même s'il y a eu quelques absences, une suspension qui a pu faire parler, mais aussi des prestations de son équipe assez décevantes, puisqu'on le rappelle, Gladbach finit 8ème de Bundesliga et ne sera pas en Europe la saison prochaine. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir et d'être attentif aux moves potentiels que pourrait faire Marcus Thuram cet été. Écoute Mathieu, on va peut-être commencer par Karim Benzema, on reviendra sur le débat Kurtzuma, Allez. Moussa Sissoko, Marcus Thuram peut-être plus tard. On vous a sorti une stat concernant Karim Benzema. Karim Benzema, au moment de l'annonce de la sélection de Deschamps, ça faisait 2049 jours qu'il n'avait pas joué en équipe de France. Sa dernière convocation, c'était donc il y a un peu moins de 6 ans, le 10 octobre 2015, lors d'une victoire de l'équipe de France 4-0 contre l'Arménie. Donc aujourd'hui, vous rajoutez 5 jours, donc ça fait approximativement 2054 jours que Karim Benzema Oh, le n'a calcul est bon. Le calcul est n'a bon. plus porté le maillot des Bleus. Mathieu, je vais te demander tout simplement ta réaction à propos de cette sélection surprise, puisque personne ne s'y attendait le matin même de l'annonce de la liste. Bah écoute, je pense que la rumeur, elle a un peu gonflé, elle s'est épanouie un peu dans tous les médias, sur tous les réseaux sociaux depuis le matin. Et je vous avoue que même moi, jusqu'à l'annonce de Deschamps, j'y ai pas cru du tout, pas une seule seconde, puisque voilà, on connaît le passé et les différents, du coup, même si je veux pas faire de répétition, qu'il y a entre Karim Benzema et la fédération et même Didier Deschamps, que a priori il y a eu dans le passé, il y a eu quelques il y a eu quelques problèmes, quelques soucis.
Et bon, voilà, quand j'ai vu ça, j'étais heureux de voir peut-être le meilleur joueur de la saison, même si j'ai pas trop envie de me positionner là-dessus parce que c'est compliqué. Il y a des profils hyper intéressants à l'heure actuelle. Mais voilà, il est là, il va jouer l'Euro, il va jouer une compétition internationale, il va porter les couleurs du pays. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Et puis après, on se pose, après, on se dit, bon, est-ce qu'il a bien fait, est-ce que Deschamps n'a pas bien fait? Et puis, bah, je vous avoue que, enfin là, je parle à tout le monde, mais je parle à toi aussi, Grégoire. Euh, c'est plus difficile de trouver comment on ne peut pas être heureux de voir Karim Benzema sur les corps de l'équipe de France que le contraire, puisque tout va dans son sens, tous les feux sont au vert. Et voilà, on a envie de vibrer. Mais je te retourne la question, toi, Grégoire. Comment t'as été là? T'as dû casser la baraque, t'as dû boire 15 litres d'alcool, même si on sait que l'alcool n'est pas bon et à boire avec modération. Mais voilà, comment t'as été, toi? Bah écoute, je pense que tu le sais, je suis un supporter de Karim Benzema de la première heure. Oui, Ses premières heures eh oui. à Lyon, je vais pas dire à Bron parce que bon, je le suis pas non plus depuis ses, ses premiers pas sur un terrain, faut pas non plus exagérer. Mais c'est vrai, voilà, moi c'est, je pense, mon joueur préféré, celui qui m'a fait aimer le foot. Donc c'est sûr que j'ai aussi une sensibilité particulière vis-à-vis de ça. Évidemment, sa légitimité sportive n'est plus à prouver. Il y a une majorité de personnes qui étaient pour son retour en équipe de France dans les sondages. Et pour moi, on va être honnête, à part quelques détracteurs, voilà, quand on n'aime pas un joueur, on n'aime pas un joueur, c'est comme ça. Mais je pense que 95% des gens qui n'étaient pas pour le retour de Benzema en équipe de France, c'est des gens qui soit n'aiment pas le foot, soit ne suivent pas le foot, soit se Ah, mais cantonnent à juste complètement. quelques petites choses qu'ils ont pu entendre à droite à gauche sans forcément creuser le dossier. Donc voilà, je pense qu'à tout point de vue, c'est une très bonne nouvelle. Après, peut-être qu'on reviendra sur ce que ça va entraîner au sein de cette équipe, au sein de ce groupe. Ouais, Le repositionnement offensif d'Antoine Griezmann, un Kylian Mbappé, une relation avec un Olivier Giroud, la concurrence, comment elle va être oui. gérée, les relations avec le staff, avec les autres joueurs. Voilà, Oui, c'est ça. Pas que tactiquement, effectivement. voilà, Ça peut c'est engendrer plusieurs choses. au-delà du papier, il va y avoir plusieurs problématiques à définir dans l'utilisation qui sera faite de Karim Benzema avec ce retour. Mais c'est sûr que si on prend juste le papier, j'ai envie de dire, et ce que représente Karim Benzema aux yeux du monde, à son poste, ça ne peut qu'être qu'une bonne nouvelle pour cette équipe de France. Bah, d'autant plus que les statistiques sont folles. Et puis, au-delà de ça, enfin, je ne sais pas comment on peut décrire Karim Benzema aujourd'hui. C'est un gars, un joueur qui a tenu la Maison Blanche sur ses épaules toute la saison. Et franchement, si là on énumère les problèmes, c'est les nombreuses blessures, le braquage Eden Hazard, puisque même moi qui est belge, on est obligé de parler de braquage, le feuilleton Bale, bon, ce qui était en début de saison, l'avenir de Zidane, là qui commence à foutre un peu la tourmente dans de nombreux médias. Obligé aussi d'évoquer la perte du leader pardon, qui est Sergio Ramos. Benzema, il a assumé ses responsabilités et comment dire, il les a même rendus au centuple. C'est à l'heure actuelle. Et depuis peut-être, et là, j'y pensais même en off il y a quelques jours, depuis peut-être Messi en 2011 avec l'apogée de Pep Guardiola et le Barcelone et cette finale à Wembley, bah, je n'ai jamais vu un joueur porter autant un club sur ses épaules. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais même si aujourd'hui bah, le Real passe à côté d'un titre en Liga, fait une campagne européenne qui se termine en demi-finale face à Chelsea, et puis en coupe, enfin bref, ça a été compliqué un peu partout. Bah, malgré ça, on a l'impression que Benzema, il a fait un taf grandiose, non? Ah, mais de toute manière, Karim Benzema, non seulement sous l'ère Ronaldo et l'ère de la BBC évidemment, mais surtout Mais après, ça, mais ça, j'ai même pas parlé de ça d'ailleurs. parce que finalement, oui, évidemment, il y a toute cette période, comme tu le dis, avec, où il était un peu le lieutenant de CR7, mais depuis son départ, je pense qu'on se rend encore plus compte de l'importance et de l'envergure qu'a pris Karim Benzema dans cette équipe, Ah, mais vraiment. et de la légende qu'il est en train d'écrire au Real Madrid. Enfin, un attaquant français qui fait plus de 10 ans à la pointe de l'attaque du plus grand club du monde, enfin là c'est peut-être un peu subjectif, mais en tout cas le club qui compte le plus de titres en Ligue des Champions, c'est Ouais. phénoménal. Je sais pas si on reverra ça de sitôt, à part si Kylian Mbappé voilà, s'installe 10 ans à la tête du Real, enfin à la pointe de l'attaque du Real Madrid, mais bon ça on en reparlera bah, dans au moins 10 ans du coup. Mais mais voilà, c'est sûr que Oui, c'est encore, il faut en plus qu'il y en a pas, mais c'est pas en venant au Real et en restant en disant qu'il faudra faire le taf. Non, Karim c'est vrai, Benzema, voilà il est exactement. venu et voilà, il a tout fait pour ce club, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bah là, on a la stat sous les yeux. 29 buts cette saison en 45 matchs. Il est impliqué sur 40 sur 37 buts sur ces 45 matchs, je crois, parce qu'il y a 8 passes décisives en plus. Enfin, il est impliqué sur un but toutes les 90 minutes cette saison en moyenne. Franchement,
c'est évidemment le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Bon, même s'il y a un petit débat avec Luka Modric et Toni Kroos qui ont été aussi très très bons. Ouais, enfin Et, voilà quoi. et voilà, incontestablement, même la saison dernière, le titre assez inespéré du Real Madrid, c'est lui qui porte l'équipe avec un Sergio Ramos et puis avec cette doublette au milieu. Donc évidemment, c'est un des grands hommes forts du régime de Zidane et je pense que ça continuera même si le coach français venait à prendre la direction de Turin par exemple. On sait que des rumeurs de son départ sont évoquées, Mhm. même s'il ne l'a pas évoqué clairement en conférence de presse hier. Il a affirmé vouloir discuter Ah avec mais le de toute club, façon, mais bon, ça c'est un autre débat. j'en doute pas qu'il a le vestiaire en main, hein, que c'est Benzema qui est là aux côtés de Sergio Ramos. C'est un grand artisan de cette Maison Blanche et c'est sûr que, enfin, il le restera. Je pense que, Non, mais en fait, le truc, c'est- c'est qu'il sait tout faire. Concrètement, il sait être un point d'appui. Non, mais même moi, parce que j'en parlais avec des gens qui s'y connaissent peut-être un peu moins en foot et qui me disent, ouais, mais le retour de Benzema en équipe de France, quid de Giroud, etc. Ah non, mais vraiment. Ouais. Et je leur dis, mais Giroud, ok, il a fait le taf, toujours irréprochable, rien à dire dans son apport dans le système, parce qu'on en a beaucoup parlé de l'apport de Giroud dans le système, blablabla. Bref, ce qui est réel, mais Benzema, non seulement il aura le même apport que Giroud dans l'équipe, mais il y a une palette qui est bien plus vaste parce que Non, mais c'est ce que fait justement. Giroud, certes très bien, Benzema c'est le faire tout autant, en plus d'autres choses. Mais quand tu vois encore le match qu'il fait contre Villarreal hier, c'est monstrueux. Il y a un but refusé, il y a cette passe pour Luka Modric, il sait se démarquer, prendre la profondeur, se servir de point d'appui. Le mec il déclenche une frappe en pleine lucarne, je sais même pas comment il la reprend, mais bon voilà, il égalise, il sort son équipe de la difficulté. Donc, non, voilà, c'est un attaquant qui a une palette hyper large. Et puis, pour répondre aussi à ceux qui se demandent, ouais, mais est-ce que, alors qu'il a jamais joué en équipe de France, au niveau des automatismes dans l'équipe, ça va pouvoir le faire? Pour moi, les grands joueurs, ils savent s'adapter. Et j'ai aucun doute sur le fait que Karim Benzema, même si ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que s'il avait disputé quelques matchs avant, il va s'adapter à des joueurs comme Kylian Ah, mais je suis Mbappé, d'accord comme avec Antoine toi. Griezmann. Et moi, j'ai même plus de doutes pour l'adaptation des autres joueurs à leur peut-être nouveau rôle, je mets des guillemets, nouveau poste au sein de nouveaux dispositifs que peut-être mettre en place Didier Deschamps avec Karim Benzema, puisque j'ai moins de doutes à voir Karim Benzema faire le taf, qu'il soit dans l'axe, un peu en retrait. Enfin bref, on aura le temps de voir ces différents dispositifs. Juste, je voulais juste te dire un truc, parce que j'ai pas du tout pensé en préparant l'émission. Et tu as évoqué Cristiano Ronaldo, tu as dit une phrase. Ça me rend fou parce qu'en fait, là, je me rends compte que quand tout le monde, quand le Real Madrid cherchait, quand les amateurs de football cherchaient, quand les fans du club merengue cherchaient un remplaçant à Cristiano Ronaldo, bah, on vient de se rendre compte que bah, quelques années après, bah, il était déjà au club en fait. C'est lui qui a monté tout ça. Après, il y a 33 ans, donc forcément, le remplaçant, c'est aussi l'avenir, c'est aussi d'évoquer les prochaines années. Mais celui qui tient le club à l'heure actuelle, c'est Karim Benzema et c'est ce que faisait Cristiano Ronaldo, non? Ah mais concrètement, surtout à la pointe de l'attaque. Alors après, il y a des joueurs comme bon Rodrigo qui peut parfois être assez efficace, mais c'est assez régulier. Ouais. On a Vinicius qui se donne et qui mouille le maillot, mais au niveau de la finition, c'est très compliqué, même si techniquement Et de la c'est assez régularité aussi. impressionnant. Oui, 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 oui. Après, il a beaucoup joué aussi, donc je pense que les organismes ont fini par tirer à un moment. Il y a ce très cher Eden Hazard qui mange plus de kebab qu'il ne joue de match du côté de Madrid. Mais bon, ça après, voilà, c'est encore Parle un mieux. autre débat. Parle mieux de mon capitaine, par contre. Il a joué 5 matchs dans la saison, mais hier, il a encore trouvé le moyen d'être forfait. Bon, voilà, ça c'est. Non, blague à part, c'est vrai que pour le coup, je pense que Eden Hazard, sans être le remplaçant de Cristiano Ronaldo, devait être une solution alternative qui permettait d'épauler Benzema. Ouais. Il n'a pour l'instant jamais été. Et ce que fait Benzema, et là où il a réussi à placer le Real avec d'autres, certes, mais ça a quand même été le principal artisan, surtout cette saison, dans une équipe qui, on va le dire, à part lui, n'a pas de joueurs de renommée mondiale sur le front de l'attaque, c'est assez Mhm. exceptionnel. Et puis il y a aussi une stat qu'on n'a pas évoquée, mais Karim Benzema compte 81 sélections en équipe de France, sachant que ça fait 6 ans qu'il a quand même plus joué. Je te laisse Mhm. imaginer le nombre de sélections qu'il aurait s'il avait continué de jouer en équipe de France. Peut-être, Ah, mais sûrement oui. même qu'il atteindra les 100 sélections, mais c'est dire quand même quelle place il a dans cette équipe ou quelle place en tout cas il a pu avoir et il pourrait avoir dans cette équipe. Voilà, au-delà de ses 81 sélections en équipe de France, c'est plus de 550 matchs avec le Real Madrid. C'est le joueur étranger qui a joué le plus de matchs avec ce club-là. Donc non, voilà, pour moi c'est une expérience non négligeable pour cette équipe de France qui pouvait potentiellement manquer de repères sur ces derniers mois et C'est depuis ce titre de indéniable. 2018. C'est indéniable. Il va amener ce lead donc, qu'il y a peut-être déjà au sein du groupe, mais c'est surtout cette expérience qui est complètement folle, qui est faite de haut et de bas, d'une régularité qui est hors norme, parce que je pense que c'est à l'heure actuelle, et depuis que moi je regarde le football, le joueur peut-être le plus régulier
chaque saison, c'est aussi le joueur le plus complet. C'est à ce mot-là que qu'on le colle, Karim Benzema, depuis maintenant 2 3 saisons. Tu le disais en début d'émission, je crois qu'il a 9 passes décisives cette saison. Mais c'est un joueur, quand il est régulier, ça veut dire que même si il n'apporte pas son nom à la feuille de match à la fin de la rencontre, il est là, il est toujours présent. Comme tu disais hier, il marque un but, mais s'il ne marque pas ce but contre le Villarreal, il met un but qui est signalé hors jeu. Il déclenche une passe décisive sur la fin. C'est incroyable. Même quand le Real est au fond du trou, il te sort un action, un moment pour être là. Et je pense qu'effectivement, au-delà d'être régulier et d'apporter, comme tu disais, son expérience, c'est le fait d'être complet et d'être un joueur qui sera tout le temps là, même quand ça n'ira pas, même à la 85e minute de jeu, s'il a fait une performance qui est plutôt moyenne, on est sûr et certain que tu laisses une brèche à Karim Benzema pendant 5 minutes, c'est terminé. C'est la marque des grands, j'ai envie de te dire. On va peut-être s'attarder Ouais. sur quelques déclarations de Didier Deschamps suite à ce retour, hein. On sait que, bon, on va pas refaire l'histoire, mais qu'il y a eu un rendez-vous entre Didier Deschamps et Karim Benzema, a priori à l'initiative du sélectionneur des Bleus. C'est ce qu'a laissé sous-entendre en tout cas Guy Stéphane, comme quoi les deux s'étaient concertés pour appeler Karim Benzema et s'entretenir, que c'était le bon moment pour le faire. Didier Deschamps déclare: le besoin était réciproque pour lui, pour moi, ça aurait pu se faire avant, oui, mais on ne peut rien y changer. Ce qui a été décisif, c'est notre rencontre. Sans cette étape-là, il n'aurait rien été possible, enfin rien n'aurait été possible plutôt. Ça me semble évident. Il y a aussi une deuxième déclaration assez forte où il dit: dans ma tête, la décision a été prise il y a un bon petit moment. Avec mon staff, il y a eu beaucoup de discussions car ils ont aussi un ressenti, un avis. Ils ne sont pas là pour aller toujours dans mon sens. On pèse toujours le pour, le contre. Et il rappelle, il y a eu des étapes. Est-ce que finalement Mathieu, c'est pas un beau pied de nez pour Didier Deschamps à tous ces détracteurs qui disent voilà, sa fierté, son ego, sa logique de groupe, elle passe au-dessus de tout finalement, y compris au-dessus d'individualités Ah, qui bonne pourraient question. apporter à cette équipe de France. Et là, on a vu que ce soit pour Gignac, pour Rabiot, pour Valbuena par le passé. Là, maintenant, il y a Benzema, et peut-être que c'est un cas qui fait évidemment beaucoup plus parler que les autres. Est-ce que finalement, Hmm. c'est pas une preuve de plus que Didier Deschamps place l'équipe de France au-dessus de son cas personnel? Là, comme ça, je te dirais que oui, ça l'est. Mais je vais juste nuancer un peu le propos pour dire que on sait que l'effectif de l'équipe de France, le groupe des Bleus est stratosphérique. Il y a des noms en or partout. Mais il faut dire que en pointe de l'attaque aujourd'hui, quand tu auras l'équipe de France, tu as quelques doutes. Et j'ai l'impression, et je me fais dire depuis la sélection de Cabenoueve, que Deschamps avait des raisons aussi de rappeler l'international français, puisque Giroud a un petit peu disparu des feuilles de match de Thomas Tuchel. Martial, qui est blessé et qui se blesse quasiment tout le temps. Kylian Mbappé, qui a une association intéressante avec Icardi, Keane et Mbappé cette saison avec le Paris Saint-Germain, mais ça reste un peu cassé. Et puis si tu te dis que Ben Yedder, enfin irrégulier, pardon, je ne vais pas dire cassé, mais et si tu te dis que Ben Yedder ne pourrait pas remplir ce rôle de A, bah derrière tu as Griezmann qui fait une demi-saison. Bref, ça fait beaucoup de choses qui te fait dire que Didier Deschamps a peut-être fait ce choix, ce retour par défaut. J'ai pas envie de me dire ça puisque je pense que même si tout le monde aurait été en forme, je suis persuadé que et tout le monde et tous les joueurs que j'ai évoqués précédemment auraient fait une excellente saison. Je suis persuadé que Benzema aurait encore sa place. Donc mon propos il est un peu nuancé, mais oui, je doute pas que Didier Deschamps, voilà, pour parler peut-être méchamment à certaines personnes qui critiquent ce choix, bah, qu'il a fait fermer des bouches. Et enfin, c'est Benzema, quoi. Et puis maintenant, enfin, je sais même pas si on a déjà parlé de l'équipe de France du Deschamps, si on a pas déjà parlé de l'équipe de France de Mbappé, l'équipe de France de Lloris. Aujourd'hui, en ce 23 mai 2021, c'est les Bleus de Benzema, c'est l'équipe de France de Benzema, et il est indéniable que Didier Deschamps euh, a pris ce recul-là et sera plus en tête d'affiche, quoi. Ce sera Benzema. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Et du coup, oui, c'est un choix intéressant de Didier Deschamps, et oui, il a pris du recul là-dessus. Ouais, non, c'est plus que clair. Après, c'est Mathieu Valbuena qui disait ça, et pour le coup, ça pourrait passer pour une petite déclaration piquante. Mais je trouve Mm. que c'est vrai, c'est assez vrai finalement. Mathieu Valbuena qui disait que finalement Deschamps n'avait rien à perdre à prendre Benzema, parce que tout simplement, s'il perdait, on considérait qu'il a fait le maximum et il y aurait plus de oui, mais si Benzema avait été là, oui. Ouais. Et puis, bah, si jamais il gagne, bah là, pour le coup, il sera gagnant de partout. On dira, bah, il a tenté son coup de poker, il a réussi à faire revenir Oui, Benzema, à le faire jouer avec les Revoir, autres. regarde, moi, je te pose une question. Tu trouverais ça plus évident avec les sélections, avec les saisons de Benzema au Real Madrid que Didier Deschamps?
sélectionne Cabernet sans avoir gagné la Coupe du Monde. Donc, du coup, imaginons que ça aurait été la Croatie qui aurait gagné la Coupe du Monde. Et du coup, aujourd'hui, il sélectionne Benzema pour aller chercher 7 euros. Ou le cas contraire, comme aujourd'hui, où finalement, les Bleus ont déjà décroché la Lune. Et aujourd'hui, bah, ils souhaitent tenter le pari Benzema. Comment tu le vois ça? Ah bah pour moi ma vision elle est très claire là-dessus, c'est que, et d'ailleurs il l'a dit ce matin même au micro de Téléfoot, finalement maintenant il a une légitimité assez incroyable parce qu'il le dit, Ah bah oui, maintenant il y a une ère qui s'ouvre avec Benzema, mais le fait est, à la question quand on lui a posé de savoir si euh, ça aurait pas pu se faire avant cette histoire et comment aurait été le passé finalement s'ils avaient pris Benzema ouais, en ça. 2016, en 2018, il dit mais finalement le fait qu'il n'y ait pas eu Benzema, ça n'a pas empêché l'équipe de France de performer, puisqu'ils ont été champions du monde sans lui. Donc, pour moi, en fait, il est gagnant de tous les côtés, Didier Deschamps, et c'est là aussi où il est très intelligent, c'est qu'il a gagné sans Benzema. Maintenant, je pense que même au fond de lui, il savait que pour cet euro, il était peut-être un peu sur la pente descendante avec un vivier assez conséquent, mais il a peut-être pas réussi à faire les ajustements nécessaires et il y avait peu de certitude Exactement. finalement. Et là finalement, presque il s'accorde la paix éternelle, peu importe le résultat, avec cette sélection de Benzema. Donc pour moi, non, il est très très fort et c'est un tour de vis assez exceptionnel. C'est fou. Franchement, c'est complètement fou parce que s'il vient à gagner l'Euro avec un Karim Benzema XXL, Deschamps, c'est. Là, là, Enfin, c'est là, là, un. là, il y a une statue. Il aura gagné l'Euro et la Coupe du Monde, Ah oui, là. l'Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur et sélectionneur. Enfin bref, ce Ah sera, ouais, ce sera vraiment. complètement, complètement dingue. Et puis il passera pas loin hein, du record de l'Espagne. On le souvient qui avait fait le triplé Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Bon là il y a une finale perdue, mais on ne sait pas ce qui peut se passer au Qatar dans un an et demi, donc finalement Deschamps Ah pourrait ouais. peut-être faire un des résultats sur la scène internationale les plus fous de l'histoire. On va peut-être passer maintenant à la problématique de la concurrence en équipe de France et du système à adopter pour jouer avec Karim Benzema. On va peut-être juste d'abord revenir sur la stat d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui avait été averti par Deschamps il y a plusieurs mois sur son manque de temps de jeu à Chelsea. Ça s'est encore empiré depuis Yes. le départ de Frank Lampard et avec l'arrivée de Thomas Tuchel qui privilégie évidemment Timo Werner en attaque. Giroud, c'est 11 buts inscrits cette saison en 31 rencontres. Évidemment, il ne les a pas toutes démarrées en tant que titulaire, très peu même. On pense à plusieurs choses. On pense à ses buts en face de poule d'Europa League et à ce match à Séville complètement dingue qui aide Chelsea à se qualifier. Et aujourd'hui, ils sont en finale de Champions League, pas grâce à lui, mais c'est sûr qu'il en a là aussi été un des partisans importants lorsque ça a compté. Je pense que ça fait peu de doute sur le fait que Giroud sera le remplaçant de Benzema à l'Euro. On va vous mettre un petit comparatif. Juste en équipe de France, où Benzema c'est 17 buts de moins que Giroud en 26 sélections de moins. Donc en vrai, le ratio est pas si différent entre les deux, j'ai envie de dire. Hein. 27 buts en 81 sélections ou 44 buts en 107 sélections, c'est pas vraiment différent. Ah ouais, Ça se rapporte à peu près à la même moyenne. Mais c'est ça. voilà, si on peut pas trop les départager sur leurs stats en sélection, parce que c'est vrai que de toute manière, il y a des contextes qui sont différents. Benzema, comme je l'ai dit, n'a plus joué depuis 6 ans. Depuis 6 ans, il a progressé, mais il a aussi étoffé sa palette. Enfin bref, c'est pas vraiment comparable. Je pense que, au vu de la dynamique des deux joueurs, évidemment depuis plusieurs saisons, comme on l'a dit plus tôt, Karim Benzema est un meilleur joueur de football qu'Olivier Giroud. Après, est-ce qu'il sera un meilleur joueur pour l'équipe de France qu'Olivier Giroud? Ça, on le verra très vite. Mais voilà, Karim Benzema devrait, selon toute vraisemblance, prendre la pointe et la tête de l'attaque de l'équipe de France. On vous a préparé un petit visuel avec les deux compositions possibles de l'équipe de France avec Karim Benzema à l'Euro. Donc avec évidemment dans les buts Loris, défense Kimpembe, Varane, Pavard, Hernandez, ça ne change pas. Et donc on pourrait avoir soit un système en 4-3-3, 4-2-3-1, prenez ça comme vous voulez, avec donc Pogba, Kanté au milieu, Griezmann en 10, Mbappé à gauche, éventuellement Coman ou Dembélé, on vous a mis Coman, mais c'est vrai que ça pourrait être Dembélé à droite, et donc Benzema en pointe, Yes. ou bien un système en 4-4-2 avec Rabiot à gauche, comme l'a fait Matuidi à la Coupe du Monde, bon Pogba à pointe droite, Kanté milieu de terrain défensif, Griezmann en 10 et une attaque avec Benzema, Mbappé. On pourrait peut-être aussi imaginer d'autres choses hein, avec un Griezmann aux côtés de Benzema en attaque, ça a déjà été fait, un Mbappé sur le côté Allez, gauche. vas-y, Grégoire. De C'est le quoi? moment de te mouiller là. C'est le moment de te mouiller. Tu préfères le 4-4 de Losange ou le 4-3? Ah, moi Dis-moi, je vas-y. préfère le 4-2-3. De toute façon, je suis un adepte du 4-2-3-1, donc c'est vrai que surtout Ouais. cette composition.
Cette composition-là me plaît énormément avec Mbappé qui joue souvent à gauche désormais, qui ne joue plus à droite en équipe de France depuis la Coupe du Monde 2018 ou en tout cas ces eaux-là. Un Griezmann en 10, ça me plairait beaucoup aussi, qui pourrait pivoter et tourner autour de l'attaquant de pointe qui donc serait Karim Benzema. De la présence dans la surface avec Karim Benzema, je pense que ça ferait pas de mal non plus sur les montées de Pavard ou d'Hernandez, avec évidemment ce double pivot Pogba-Kanté qui... dont le talent et l'efficacité en équipe de France n'est plus à Ouais, prouver, mais j'ai envie de te dire. c'est Mais quoi? voilà, tu as ma On a préférence. l'impression, et on a l'impression que elle a peu de limites cette équipe. On a l'impression que qu'il va y avoir même tu vois Hernandez en qui j'avais quelques doutes rassure beaucoup avec le Bayern Munich. Les limites ça sera des limites individuelles j'ai l'impression et ce sera des limites individuelles de Kimpembe et Varane. On est d'accord ou pas? Parce que dans cette composition de KE3 qu'on a à droite de votre écran, c'est quand même enfin, où elles sont où les limites? Vas-y, indique-moi une limite. Bah, c'est Kimpembe et Varane. Il C'est n'y en a vrai, pas d'autre. Hein. c'est vrai, malheureusement, tu as raison, c'est peut-être la ligne arrière, ça me fait un peu penser à l'équipe de Croatie, hein, qui a, bon, à son échelle évidemment, des milieux de terrain et des Ouais, attaquants de grande qualité, mais une base arrière peut-être un peu plus friable. Là, c'est vrai qu'avec en équipe de France, quand on voit le nom des joueurs sur le papier, de toute façon, il y a pas de faiblesse. Hein. ah ouais. Mais c'est vrai que quand on Ouais. voit la saison, notamment d'un Raphaël Varane, qui est loin de rassurer et qui n'est pas à son meilleur niveau plus globalement depuis la Coupe du Monde 2018, c'est en droit d'interroger. C'est en droit d'interroger, c'est vrai. Kimpembe qui fait une saison convenable, mais voilà, dans les grands rendez-vous, on sait qu'il peut peut-être avoir un excès de nervosité qui peut faire perdre pied à son équipe. On l'a vu notamment contre City ou même contre Manchester. C'est lui qui concède le penalty, hein, on le rappelle, lorsque Paris s'est Ouais, éliminé par Manchester United à la maison par les baby joueurs de United. J'ai envie de dire, c'était loin d'être une équipe type, mais bon, on exactement. va pas refaire l'histoire une nouvelle fois. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses dans cette équipe. Je te l'accorde, surtout quand on voit le vivier. Je sais pas si tu as vu la liste des espoirs, je sais pas si tu as vu le milieu de terrain Ah, avec, allez, c'est ça. Non, mais il y a du très très lourd. non, Même mais si avec moi Kamavinga, Awar, Cacré, enfin j'aurais mis Camara. Ouais. c'est de la Non, mais folie. il y a Ouais, beaucoup de. Tu vois, tu parlais de l'effectif de Deschamps en introduction de la vidéo, enfin de la sélection, et tu expliquais qu'il y avait des joueurs qui, enfin, alors que leur sélection portait énormément à confusion, sans parler de Sissoko. Et ben même moi, Kim Pembe, à l'heure actuelle, je sais que ça peut être totalement fou, mais c'est des performances très 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 moyennes. C'est ni plus ni moins qu'un choix par défaut de Pochettino de mettre en défense centrale avec le départ de Thiago Silva. Et j'ai bien peur que Kimpembe, ça fait partie de ces joueurs-là qui n'ont pas du tout rassuré, et bien au contraire, cette saison, et dont la certitude dans le 11 devrait être remise en question, non? bah j'ai envie de te dire, en fait, quand tu vois les joueurs qui y a à côté, c'est quand même compliqué. À moins de de repositionner Hernandez en défense centrale et de mettre Lucas Digne à gauche. Quand tu vois les prestations de l'anglais avec le Barça cette saison, Ouais, ouais. Kimpembe, Regarde, Jules Koundé, on Kimpembe aura le temps à d'en côté, parler. Kimpembe à côté, c'est Maldini, hein. Enfin, non mais Non, mais c'est regarde, tu vois, compliqué. Jules Conte, on aura le temps d'en parler. Et moi, j'ai eu, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu un petit débat à la maison avec les passionnés de football qui sont mes frères et mon père. Et on en est venu à une conclusion bon, qui reste encore une fois autour d'une petite bière, d'un petit plat et avec des danettes de vanille, etc. Bref, on est carrément dans une ambiance haute que parler sérieux. Mais on en est venu à un point à se dire que Camara, à Marseille, fait une saison exemplaire et que, enfin voilà quoi, Kimpembe, tu vois, je parlais d'assurer, d'assumer ses responsabilités. Et ben Kimpembe, avec le départ de Thiago Silva, a fait tout le contraire au PSG. Hein. C'est un fiasco, mais énorme. Et je pense qu'on le pointe pas du doigt. Mais voilà, c'est juste mon point là-dessus. Et du coup, tu vois, je parlais de limites. Et pour revenir aux limites de ce petit débat, bah oui, pour moi, elles sont défensives, et même Varane d'ailleurs. Tu vois, on parle de Kimpembe, mais même Varane, c'est moins rassurant. Donc oui, les limites seront défensives. Oui, après je suis peut-être un peu moins catégorique que toi sur Kimpembe, mais c'est sûr que quoi qu'il arrive, il doit être bien aidé. À mon avis, parfois on peut moins pointer ses erreurs du doigt parce qu'il a quand même à côté de lui un Marquinhos qui fait une saison tout simplement XXL. Mais bon, ça de toute manière, pareil, c'est pas forcément le débat aujourd'hui. Mais Et Varane, lâche-moi un petit mot sur Varane. ah bah Varane, je te l'ai dit, moi je trouve que cette saison, enfin même depuis 2018, il est loin d'être dans la forme de sa vie. C'est
on le voit encore. Enfin, j'ai l'impression qu'au Real Madrid, la défense Nacho Militao est meilleure que la défense Nacho Varane ou Militao Varane. Donc Ouais, ça, je suis ça, d'accord. ça en dit beaucoup, Mm. quoi. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué quand Varane n'a pas Sergio Ramos à côté de lui. Il n'a pas encore montré que c'était le patron de cette défense, alors que comme Karim Benzema l'a été pour Cristiano Ronaldo dans le secteur offensif, Raphaël Varane devait être en tout cas le successeur de Sergio Ramos qui pourrait partir cet été. Pour l'instant, il n'y a pas eu de garantie. Même si, voilà, on va pas le sous-estimer parce qu'on se rappelle la Coupe du Monde 2018. Moi, si tu veux mon Ah avis, oui, cette clairement. saison-là, il est Ballon d'Or. Voilà, très Ouais. concrètement, pour moi, c'est lui le Ballon d'Or et le meilleur joueur de l'équipe de France lors de cette compétition. Donc, on va attendre. On va attendre tout en étant conscient que les limites, comme tu l'as dit, pourraient être défensives. Peut-être un petit mot sur le système que tu préfères, toi, tu ne l'as pas dit avant qu'on passe à la suite. Moi, je suis d'accord avec toi. Le 4-3 me fait plus rêver. Je t'avoue que avec la saison de Coman, j'adorerais voir Coman titulaire dans l'équipe de France. Pour moi, ce serait une belle surprise et je pense que c'est un joueur qui va parfaitement avoir cette relation avec Benzema et Mbappé. Et dans le cas contraire, voir Griezmann derrière deux attaquants, je suis pas vraiment fan. Et puis Mbappé sur un côté, comme tu l'as dit, ça fonctionne très très bien en équipe de France. Donc pourquoi pas continuer dans le cas de France. Ouais, et puis un des points positifs du retour de Benzema, c'est qu'on a peut-être arrêté s'entêter avec Mbappé en pointe, qui pour moi est moins performant que sur son côté gauche. Donc Mhm. voilà, au moins là, il n'y aura pas de débat possible et il n'y aura pas non plus de débat médiatique sur Ouais. oui, est-ce qu'il y a une concurrence à la pointe de l'attaque, Mbappé ne marque pas Ouais. quand il est en pointe. Bref, il n'y aura pas de ces problèmes-là et c'est déjà quelque chose de bénéfique. On a beaucoup parlé donc pendant une demi-heure de Karim Benzema, du système dans lequel il pourrait jouer avec l'équipe de France. On rappelle qu'il prendra donc le numéro 19 et non plus le numéro 10 qui sera gardé par Kylian Mbappé. On va peut-être passer maintenant à l'autre surprise du groupe. L'autre grosse surprise, il y a eu Marcus Thuram comme on l'a dit, mais personne ou presque ne s'attendait à voir Jules Koundé dans cette équipe. Enfin évidemment, au vu de ses prestations, il n'y avait pas de débat, mais comme il n'avait jamais été appelé, pareil qu'on connaissait la logique du groupe de Deschamps, on pensait vraiment ne pas voir Jules Koundé dans cette liste, même s'il le mérite. C'est un défenseur vraiment extrêmement complet. Je vais pas dire un défenseur offensif, mais c'est en tout cas un défenseur qui joue vers l'avant, Mathieu, et on l'a vu d'ailleurs avec la stat qu'on vous affiche à l'écran. Jules Koundé a effectué 887 passes vers l'avant en Liga cette saison, c'est plus que tout autre joueur de champ, c'est quand même assez incroyable comme statistique. Bon, tu me diras, c'est toujours peut-être plus facile de faire des passes vers l'avant quand tu es défenseur central que quand tu es attaquant de pointe, mais quand même, Ouais. c'est une stat qui est à souligner. Ouais, c'est une stat qui a souligné, d'autant plus que Jules Koundé est jeune et il faut avoir cette envie, cette grinta, mais au-delà de ça, de l'assurance. Et c'est sur le mot que je vais pointer avec Jules Koundé là maintenant, c'est un joueur qui assure les arrières du FC Séville, mais c'est aussi un joueur qui est assuré et qui a de l'assurance. Voilà, c'est juste cette petite chose, cette petite nuance sur laquelle je voulais accentuer. Et vraiment avoir les corones, puisque voilà, on est en Espagne, donc les corones, d'aller jouer vers l'avant. Et bah, pour avoir vu souvent, on est beaucoup moins sur des passes latérales et c'est lui qui balance devant, qui va chercher ce pivot dans l'entrejeu, un côté souvent. Mais voilà, l'assurance de Jules Koundé me plaît, me fait rêver et sa sélection est pleinement méritée. Ouais, et puis on en reparlera de toute façon après hein, de savoir qui, entre lui ou l'anglais, pourrait être une alternative crédible pour accompagner Varane et potentiellement remplacer Kimpembe. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais voir Jules Koundé et N'Golo Kanté dans une séquence défensive sur un même terrain, Oh ça là pourrait être là là là, incroyable parce que oh les là deux, j'ai là. l'impression qu'ils ont 1000 poumons. J'ai regardé quelques matchs de Séville cette saison, j'ai l'impression que Koundé est tout simplement partout. Un coup, il est défenseur central, un coup, il fait des sauvetages sur sa ligne, un coup, il marque, un coup, il est sur le côté en soutien de son latéral. Enfin bref, je trouve que c'est un joueur pareil qui a une palette assez particulière. Et on parlait, bon, tout à l'heure, une référence assez hasardeuse sur Maldini. Mais finalement, Koundé, bon, je vais pas le comparer à Maldini. Hein, Bon, je attends. m'arrête, non, Ah non, mais oui, je j'ai eu m'arrête tout de peur. suite. J'ai eu peur. Mais ce que je veux dire, c'est dans ce sens où c'est peut-être un défenseur central qui amène un style nouveau à son échelle. Et je trouve Ouais. que c'est en tout cas très intéressant en termes de profil pour cette équipe de France. Et c'est évidemment une alternative crédible à Presnel Kimpembe ou même à Raphaël Varane si jamais ça venait à mal se passer. En tout cas, pour moi, c'est incontestablement le numéro 3 de cette équipe, même s'il n'a jamais porté jusqu'alors le maillot des A. On va peut-être se passer une déclaration de Deschamps aussi, qui dit on le suit depuis un bon moment, il fait une très belle saison avec Séville, au-delà de sa qualité, même s'il n'y a pas de sélection avec nous.
le fait d'avoir cette polyvalence est intéressant aussi parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, c'est ce qu'on disait juste avant, hein, sur cet aspect de polyvalence vraiment de Mm. Jules Koundé, donc passé par les Girondins de Bordeaux, on le rappelle. Et Oui, tu parlais d'un style nouveau tout à l'heure, c'est vraiment une chose intéressante. C'est là aussi que j'avais fait une petite note. Dans un autre contexte, évidemment, et dans un autre moment, c'est Trent Alexander-Arnold qui avait amené cette envie nouvelle d'un latéral offensif. Et puis, ça s'est, enfin, je vais dire popularisé, c'est pas le terme, mais en tout cas, les latéraux aujourd'hui ont un rôle bien plus offensif. Et tu as l'impression que Jules Koundé, voilà, du haut de son mètre 75 ou 80, je ne sais pas, mais amène cette fougue et puis ce côté offensif d'un défenseur central au-delà des coups de pied arrêtés. Et c'est vrai qu'on le voit beaucoup aller au-delà des 30 mètres de ses arrières et c'est vraiment très intéressant. Tu vois, la stat qui dit jouer vers l'avant, elle est très bonne, mais c'est surtout un joueur qui joue le ballon vers l'avant et qui n'hésite pas à aller vers l'avant dans surtout un dispositif qu'on connaît de possession avec Lopetegui. Donc franchement, c'est parfaitement. Et oui, il est numéro 3 sans le moindre problème. Et même avec les craintes que j'avais évoquées de Kimpembe, je le mets numéro 2 bis. Allez. ouais, c'est bon. Après, on sait quand même qu'il y a cet aspect. L'expérience. Non mais, L'expérience. Et voilà. non mais d'autant plus l'expérience. Jules Koundé commence à en avoir aussi un petit peu. Pas forcément moins que Kimpembe, même si Kimpembe a joué une finale de Ligue des Champions Covid. Mais après, au-delà de ça, en fait, j'imagine le potentiel de cette équipe de France, même derrière. Mais là où je voulais en venir, c'est que d'autant plus en défense centrale, il faut quand même des automatismes. Et c'est sûr que pour l'instant, le fait que Jules Koundé n'ait pas joué, on verra ce qui se passe dans ces matchs amicaux pré-Euro contre le Pays de Galles et la Bulgarie, ce qui se passe et quelle composition est alignée. Mais je vois mal Jules Koundé rentrer sur un match important euh, au sein d'une charnière qui n'a pas été travaillée avant. Donc en tout cas, ce sera très intéressant Ouais. de voir ce qui se passe pendant ces deux matchs. Si Didier Deschamps reste et garde sa confiance en Clément Langlais qui, jusqu'à il y a encore quelques mois, hein, tenait la corde et était presque indéboulonnable dans sa charnière avec Raphaël Varane en équipe de France. Ce sera assez intéressant à étudier. Et puis bon, on en parlait, le potentiel défensif tout à l'heure. Tu as parlé de Lucas Hernandez, il y a Benjamin Pavard. Voilà, on sait que Trent Alexander-Arnold a pris exemple sur des joueurs comme Pavard, a pris exemple sur des joueurs comme Dubois. Non, je rigole. Non, 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 parce que tu nous parlais de latéral assez offensif, et je pense que Ouais. pour le coup, on a des latéraux qui sont très offensifs en équipe de France. C'est aussi pour ça que Didier Deschamps, je pense, les a sélectionnés et leur fait confiance dans son système de jeu. On va vous passer un petit visuel sur une stat là encore qui est assez évocatrice. Jules Koundé et Clément Langlais comptent chacun 48 apparitions avec leur équipe respective cette saison, toutes compétitions confondues. C'est plus que tout autre joueur défensif de leur club, y compris des gardiens. Et ça, encore une fois, c'est une stat qui est assez étonnante, surtout pour un Clément Langlais, qui finalement, on l'a dit, n'a pas fait une saison incroyable, qui a été en concurrence avec des joueurs comme, bon, Piqué, pas nécessairement parce qu'ils jouent toutes les deux Oui, mais à aussi un le poste Barcelone n'a différent, pas mais été épargné par avec les blessures quand Mingueza même. aussi. Et puis, très honnêtement, j'ai envie de te dire, quand tu vois le niveau de la défense du Barça cette saison, Clément Ouais. Langlais était pas forcément mauvais quand on voyait la prestation des partenaires à côté de lui, quoi. Donc c'est sûr que le référentiel n'était pas non plus hyper élevé. Mais voilà, en tout cas, c'est une stat qui montre que les deux Français ont beaucoup joué cette saison, qui sont des pièces importantes de leur effectif. Et encore une fois, ça apporte quand même quelques garanties, même si on l'a dit, il y a, il y a peu de choses qui nous réjouissent quand on voit les performances de Kimpembe, quand on voit les performances de l'anglais. Mais comme tu l'as si bien dit, et je te laisserai conclure sur ce sujet, peut-être que Jules Koundé, en fonction de l'utilisation qui sera faite de lui lors des matchs amicaux, pourrait être une alternative crédible à côté de Varane. À mort. Bah, écoute-moi bien, je n'irai pas plus loin que ça. Tu as conclu parfaitement mieux que je ne pourrais le faire, puisque c'est exactement ça. Même si, attendez, attends, je vais voir. Je rajoute quelque chose, c'est que tu n'as pas évoqué la concurrence de Samuel Umtiti au Barcelone, au FC Barcelone, et même s'il est éteint, je voulais juste dire son nom parce que ça fait plaisir. Quand même, il n'est pas mort, ce gars-là. Il est encore en vie, malgré que voilà, il est totalement disparu. D'ailleurs, je pense que un départ cet été serait plus que important et intéressant pour la suite de sa carrière. Et je rajouterais une deuxième chose, c'est, puisque c'est un peu dans l'air du temps et c'est un peu les dernières actualités, c'est Aymeric Laporte qui aurait fait un bien monstre à cette équipe de France, mais qui a choisi notre sélection. Voilà, mais sinon, tu as tout dit.
Eh bien écoute, on va passer au troisième sujet, à moins qu'on ait une petite déclaration de Deschamps en transition. On sait que Didier Deschamps a pris 8 joueurs offensifs, plus Thomas Lemar qui peut être considéré comme un joueur offensif au milieu de terrain, ça ferait potentiellement 8 ou 9 attaquants. Il a déclaré il y a beaucoup de joueurs offensifs parce que je sais que c'est là qu'on pourrait faire la différence. Il y aura des équilibres à trouver avec des profils différents, il existera différentes associations. On va donc parler de ça parce que c'est vrai que Deschamps a souvent été catalogué comme un entraîneur adepte des séquences défensives finalement avec une équipe pas très spectaculaire, notamment avec cette équipe de France. Hein, quand on voit le potentiel offensif, c'est vrai qu'il y a plusieurs prestations qui nous ont fait dire que ça aurait pu être bien mieux, que le potentiel offensif de cette équipe aurait Oui. pu être bien mieux exploité par Didier Deschamps. Là, il prend une grande majorité d'attaquants, il déclare qu'il adore les attaquants et qu'il sait que c'est par là que passe la base de la construction de ses succès. Qu'est-ce que tu penses tout simplement? Là, encore une fois, on va revenir vraiment sur le profil et sur l'histoire Deschamps, mais à tous ceux qui peuvent dire Deschamps est un entraîneur uniquement pragmatique, très défensif, etc., etc., toi qui as peut-être un œil un peu plus extérieur, qu'est-ce que tu peux leur répondre? Bah, leur dire que c'est relou et je leur accorde de faire des matchs vraiment mauvais où tu gagnes 1-0 sur la Bosnie, où tu fais un partout contre l'Ukraine, si je dis pas de bêtises, et où les performances offensives sont moindres et où tout se joue sur un coup de pied arrêté, sur des couacs et sur voilà, un sursaut d'orgueil dans les derniers instants d'un joueur offensif. Mais ce que je leur dis maintenant, c'est que là, la sélection ne trompe pas, les chiffres ne trompent pas, 8 joueurs offensifs, les plans de Didier Deschamps sont acquis. Et puis surtout, une équipe qui gagne, un entraîneur qui gagne, c'est un entraîneur qui change, c'est un entraîneur qui se modernise et qui est prêt à donner un nouvel élan à cette équipe de France, puisque quand on est champion du monde, quand on sait comment jouent ces Bleus et comment contrer ces Bleus, puisque je ne vous apprends rien, mais depuis cette victoire en finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, c'est plus compliqué pour l'équipe de France. Bon, évidemment, c'est encore voilà, c'est encore à petite échelle, mais je parle de cette défaite face aux Pays-Bas en Ligue des Nations. Là, plus récemment, c'est la Turquie, je crois, en qualification. Ça devait être il y a 1 an, il me semble, où enfin, ça fout un sacré bordel dans les qualifications. Et puis, on a vu la Finlande, bon, c'était en amicaux. Et puis, voilà, comme je disais, ces matchs un peu spécial où tu vas au Kazakhstan, etc. Mais bon, dans un calendrier un peu bordélique et un peu mal organisé. Bref, est-ce que j'ai des craintes sur le comportement que va avoir Deschamps aujourd'hui et l'animation qu'il a décidé de mener? Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a 8 joueurs offensifs. C'est plus, et je pense, plus que toute autre équipe. Je n'ai pas toutes les sélections en tête, mais c'est très certainement plus que d'autres. Et puis bah, là, c'est certain. Deschamps a décidé de changer peut-être de tactique, d'être tout autant pragmatique, mais beaucoup plus intéressant offensivement, apporter une nouvelle animation. Bref, on est sur une équipe de France 2.0, une équipe de France tueuse, lucide et qui. J'ai hâte. Enfin, franchement, je ne sais pas toi, mais là, c'est sûr et certain que Didier Deschamps a changé de méthode. En tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir. Je pense quand même qu'il conserve quelques garanties. On connaît Deschamps, hein, il ne changerait pas du tout au tout. C'est pour ça qu'il y a quelques joueurs aussi qui sont restés sur le carreau, entre guillemets. Mais voilà, je te rejoins tout à fait sur l'intelligence, encore une fois, on l'a déjà prôné hein, de Didier Deschamps, mais de savoir et d'anticiper le fait de se réinventer. Alors après, est-ce que ce Ah, sera mais trop clairement, tôt, c'est trop ça. tard par rapport au début de la compétition? Parce que finalement, ça arrive quand même très tardivement et c'est ça qui est d'autant plus étonnant quand on connaît la philosophie de Didier Deschamps. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ce sera quelque chose de très intéressant à noter et à observer dans les semaines à venir. On va peut-être passer avant, évidemment, le pronostic final et peut-être la petite prévue de l'équipe de France lors de l'Euro 2020 aux grands perdants de cette liste. Mine de rien, parce qu'il y en a. Il y a Ferland Mendy qui était blessé, il y a Anthony Martial qui était aussi en délicatesse physique, qui a perdu sa place au profit d'un Marcus Thuram par exemple. Mais il y a aussi un Eduardo Camavinga qu'on vantait il y a encore un an comme le grand espoir français, comme presque l'avenir de cette sélection. Non pas qu'il ne le sera pas, mais c'est vrai qu'il réalise une saison vraiment très loin des attentes et en dessous de ce qu'il est a priori capable de faire de ce qu'on a vu par le passé. Qu'est-ce que tu veux retenir toi Mathieu? Soit des grands perdants, mais aussi peut-être des grands gagnants finalement qui découlent du fait que certaines individualités fortes aient perdu leur place. On pense notamment à Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, c'est un désastre. Je n'irai pas plus loin. Pour regarder les Spurs chaque week-end, ce sont des performances irrégulières, presque dramatiques, même si on sait que les Spurs sont dans une situation un peu compliquée avec le départ de Mourinho.
Mais bon, José Mourinho, c'était la mise en place d'un jeu de possession, d'un bus. C'était long, c'était des passes, très peu de passes verticales. Enfin, on n'était que sur des passes latérales, c'était très très long. Et Moussa Sissoko n'apportait rien, à part de nombreuses erreurs. Bref, j'ai pas m'attarder sur ce joueur et cette sélection qui me paraît totalement folle et j'ai pas trop de termes là-dessus. Je pense que Sissoko n'est pas là. Des grands perdants, tu le disais, Kamavinga, mais encore une fois, il est trop irrégulier. Mais le grand perdant, mais c'est ce qui fait aussi le football, c'est Ferland Mendy, mais c'est cette blessure. C'est ces blessures à répétition, c'est du coup cette manque de régularité, ce manque de temps de jeu qui fait qu'aujourd'hui, tu peux pas te baser sur un joueur qui est comme ça, alors qu'on sait très bien qu'il a réalisé des saisons, enfin une saison en tout cas, à grande échelle. Et puis, bah, pour lâcher un petit mot, moi, je dirais que Tanguy Ndombele a réalisé une saison avec peu de temps de jeu, ce qui est pleinement logique, puisque c'est un joueur qui n'a pas été retenu dans les plans de José Mourinho, ou du moins, une fois qu'il y a eu discussion, puisque je rappelle pour les amateurs de football hors d'outre-Manche que Mourinho a eu une intercation avec Tanguy Ndombele suite à son nombre de temps de jeu, à son prix, etc., etc. Bref, ça a fait un sacré couac. Et quand il a pris les rênes du milieu de terrain, ça a été vraiment très, 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 très intéressant. Donc là, il y a l'arrivée d'un nouveau tacticien à Tottenham où il perd un peu son temps de jeu. Mais avec l'équipe de France, il suffit de revoir le match du Kazakhstan que j'ai eu le plaisir et le courage, parce qu'il faut l'admettre, même si j'aime pas me jeter des fleurs, de revoir il y a une semaine. Et ben c'est très bon, c'est très bon. Et voilà, malgré le peu de temps de jeu qu'il a depuis quelques mois maintenant, je pense 2, 3 mois, c'est un joueur qui aurait parfaitement eu sa place au sein de l'équipe de France. C'est un perdant puisque quand tu as Pogba, quand tu as Kanté, quand tu as des joueurs d'un tel calibre, c'est normal et difficile d'accéder à un groupe comme ça. Et puis voilà, pour clôturer ça, Thomas Lemar qui fait une saison complète à Tico Marine. Donc ça me paraît totalement logique. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tu as des mots à me dire, etc. Bah, déjà, je te rejoins tout à fait sur Tanguy Ndombele. Même si elle n'entrait pas forcément dans les plans de Mourinho, Mourinho a toujours clamé son admiration entre guillemets technique pour ce joueur. Il l'a dit à plusieurs reprises. Pour lui, c'est le meilleur milieu français sans aucun doute. Le seul problème étant qu'il peut montrer une certaine nonchalance parfois, ce qui est Attends, vraiment Grégoire, dommageable. Oui. Grégoire, Grégoire, je me permets, ton micro, il doit frotter contre quelque chose ou quelque chose comme ça, parce que là, tu viens de reprendre la parole et j'ai l'impression que enfin, ça frotte un peu. Voilà, si tu peux Je sais décrocher pas ton si tu micro. m'entends mieux comme ça. Beaucoup mieux, c'est Beaucoup beaucoup mieux, mieux. bon parfait. Donc je disais juste, si vous m'avez pas entendu, que Ndombele était peut-être le meilleur milieu français en termes de potentiel pour José Mourinho, mais que le technicien portugais regrettait qu'il fasse preuve d'une certaine nonchalance qui l'empêchait d'évoluer à son meilleur niveau. Mais non, franchement, t'as tout dit, je vais pas faire le tour. Effectivement, il y a le choix Moussa Sissoko. Bon, voilà, encore une fois, je pense qu'il s'inscrit dans la logique de polyvalence souhaitée par Didier Deschamps. Mais on a aussi un Thomas Lemar, un Kingsley Coman qui peuvent faire le travail, même si bon, Lemar a la possibilité d'évoluer peut-être un peu plus bas que Kingsley Coman. Coman. Mais non, j'ai pas forcément d'autres choses à dire par rapport à tout ça. Je pense que Tolisso, peut-être. c'est assez Tolisso, complet. on n'a pas dit. Tolisso, pareil, c'est un pari. C'est un pari. Il revient de blessure, il revient d'une très longue blessure. Maintenant, je pense que c'est Il un revient profil. bien, il revient bien. Oui, oui, oui. Maintenant, je pense que c'est un profil qui est capable de t'apporter pas mal de densité au milieu de terrain, pas mal de volume, et je pense que c'est aussi ce que recherche Deschamps dans une fin de match ou dans un dernier quart d'heure. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, moi je comprends ses choix, je ne les remets évidemment pas en question parce que j'aime aussi beaucoup le profil de Corentin Tolisso. Et puis ça me paraît absolument incroyable qu'il puisse être dans cette liste après toutes les blessures qu'il a connues ces derniers temps. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on espère pour Corentin qu'il pourra décrocher l'Euro après avoir déjà décroché la Coupe du Monde il y a 3 ans. C'est ça. On va peut-être Ouais, finir. en plus, c'est ce joueur, juste petite parenthèse, c'est ce joueur comme Nzonzi qui peut apporter cette différence dans certaines rencontres, qui peut apporter un profil différent et un jeu un peu différent que celui comme de Kanté ou de Pogba. Complètement. Et puis, bon, on pourra se passer des remarques et des moqueries sur le style d'Enzonzi qui, on le rappelle, a fait une superbe Hmm. deuxième mi-temps de finale de Final, Coupe du ouais. Monde en remplacement de N'Golo Kanté. Donc voilà, comme Umtiti a donné son genou à la France en 2018, Nzonzi a donné ses poumons à cette équipe de France en 2018. En tout cas, à cette équipe de France, il y a eu beaucoup de casse, beaucoup de pertes d'organes, mais au final, le résultat est là. Elle est donc championne du monde en titre et on verra ce qu'elle pourra faire du côté de l'Euro qui
je pense que tu n'iras pas contre mon avis, est peut-être la compétition continentale la plus forte, plus que la Copa Yes. América, plus que la CAN. Voilà, je pense que c'est vraiment la compétition de sélection continentale la plus homogène en tout cas. Il n'y a presque pas de petites équipes et ce sera extrêmement intéressant de s'y attarder. On va donc faire peut-être une légère preview de cet Euro avec l'équipe de France qui, on va pas vous le rappeler, tombe dans le groupe de la mort avec le Portugal, la Hongrie et l'Allemagne. Donc ça risque d'être quand même sacrément salé pour cette équipe de France. Voilà, je sais pas si tu as quelques mots à dire peut-être sur cette équipe du Portugal que tu suis aussi, cette équipe du Portugal que la France a affrontée en Ligue des Nations, elle s'en est sortie. Cette équipe d'Allemagne que la France a affrontée à l'Euro 2016, elle s'en est sortie. Puis bon, cette équipe d'Hongrie qui est peut-être un peu moins méconnue, mais qui a posé quand même quelques difficultés au Portugal. Hein. Ce sera un remake de l'Euro 2016 où il y avait eu donc ce fameux match nul 3 partout avec ce but d'une Madjer de Ronaldo qui permet au Portugal Voilà, j'allais le dire. de Et se une tête, qualifier. ou je sais plus quoi. On En plus, passera à il la a vu. suite parce que la fin de l'Euro n'a pas été très pertinente pour nous Français. Mais voilà, en tout cas, cette équipe de France, en tout cas, qui commencera, quoi qu'il arrive, par des très gros morceaux. Oui, des très gros morceaux, de grosses sélections, même si on parlait de l'Allemagne et de cette perte de résultats depuis cette Coupe du Monde et cette claque infligée au Brésil, dont tout le monde s'en souviendra, amateur du ballon rond. C'est sûr et certain que ça reste des grosses sélections. C'est sûr et certain qu'il y a d'énormes joueurs. Voilà, l'Allemagne, pour n'en citer que très peu, c'est une armada offensive lourde, très lourde. Gnabry, Leroy Sané, Werner, évidemment. Mais bref, défensivement, c'est toujours aussi solide avec la saison de Mats Hummels. Euh, enfin bref, des belles et des pas mûres. Et puis bah, le Portugal, c'est toujours aussi costaud. Et bah, je n'ai rien contre les autres joueurs portugais, mais ça se résume à un seul joueur. Et bien que Cristiano Ronaldo n'est peut-être pas au meilleur de sa forme avec la Juventus cette saison, on sait ce qu'il est capable de faire sous les couleurs de la Seleção. Et j'ai bien peur qu'un Cristiano Ronaldo en forme, c'est un Cristiano Ronaldo qui met un triplé contre l'Espagne en ouverture de la Coupe du Monde. C'est un Cristiano Ronaldo, comme tu l'as dit, qui fait le taf face à la Hongrie pour sauver son club, son pays d'une catastrophe. Et puis surtout, c'est un joueur qui est capable, même s'il n'est pas sur le terrain, de transcender un header pour aller marquer un but. Quoi. Enfin, je pense qu'on ne va pas s'attarder sur Cristiano Ronaldo. Autant Karim Benzema, on a pu en dire plein de choses puisqu'il fallait peut-être le défendre à certaines critiques. Cristiano Ronaldo, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et bah, la Hongrie sera abandonnée de ce groupe sans dernière surprise, même si j'embrasse tous les Hongrois et les Hongroises. Voilà. Oui, on embrasse notamment Corentin Brazza qui est fan de Sobolsaï. Voilà. On espère qu'il aura l'occasion de montrer ses capacités du côté de cette compétition et de ce championnat d'Europe. Je vais te rejoindre sur Ronaldo évidemment parce que c'est avec Benzema un de mes joueurs préférés. Euh, mais en dehors de toute subjectivité, avec 3 ans en plus, on a vu aussi à la Juve que sans réelle individualité autour de lui, c'était compliqué. Alors tu vas me dire, oui, mais au Mm, Portugal, il y a quand même des individualités. Il y a Joao Félix, il y a Bernardo Silva, il y a Bruno Fernandes. Oui, mais on a vu par le passé que c'était à l'instar par exemple d'une équipe d'Argentine, l'addition d'individualité sur le front de l'attaque n'était pas forcément un gage de réussite. Ça s'applique aussi à la France, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, peut-être que Cristiano Ronaldo aura une influence moindre aussi d'ailleurs du fait qu'il y ait plus de joueurs de qualité autour de lui qu'en 2016. C'est ça qui est assez paradoxal. ouais. Et tu vois, offensivement, il y a ce André Silva. Je me permets de te couper, mais André Ah oui, Silva qui réalise une excellente t'as saison avec raison. Francfort. Deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec 28 buts. Mm, exactement. Ah bah voilà, en plus, t'as la stat, qu'est-ce que je te dis? Mais t'es au taquet, t'es au taquet. Et puis, je répète que c'est un ancien portiste. Et vamos porte. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi cette équipe d'Allemagne hein, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais finalement il y a le retour aussi des anciens bannis de Joachim Löw, où on sait que ce sera sa dernière Yes. compétition internationale, lui qui est en poste depuis plus de 15 ans. C'est aussi assez faramineux d'être en poste aussi longtemps pour une sélection nationale à l'ère moderne. En tout cas, voilà, cette équipe de France qui aura très fort à faire, hein, surtout qu'après ça pourrait jouer des équipes comme la Belgique, l'Angleterre en huitième, quart de finale. Donc on va dire que ça ressemble un peu à un parcours du combattant quand même cet Euro cette année pour les Bleus. Je te demanderai peut-être pas de pronostic final sur le résultat et le parcours de la France à l'Euro parce que je sais très bien qui tu vas gagner l'Euro. Je ne vais pas te dire que je suis de ton avis parce que je le suis un peu, mais on va garder un minimum un côté chauvin avec le retour de Benzema. Ça pourrait changer quelque chose. Mais je vais peut-être te demander en tout cas un pronostic à court terme avec la place finale de l'équipe de France dans ce groupe.
Et ben, la place finale de l'équipe de France dans le groupe sera première place. Ce sera la première place. J'ai pas fait les matchs par pronostic, mais là, comme ça, là, avec les trois sélections, je pense que la France va assurer son entrée. Et puis les matchs compliqués, les matchs à élimination directe commenceront. Mais bon, je pense que s'il y a une belle épopée de l'équipe de France, bah, elle s'arrêtera au dernier tour et à cette finale, puisqu'il y a un autre peuple qui aussi a un autre roi, un nouveau roi 2.0 qui s'appelle Romelu. Qui n'est pas Eden Et son Hazard, nom. spoiler. Voilà, c'est Romelu son prénom et son nom ça commence par Luca et ça finit par Kou. Et je peux vous dire que Luka bah Doncic? cet ogre, cet ogre-là, ce monsieur-là, va déplacer des montagnes et va faire de l'euro pour pas insulter les arbres généalogiques, à faire de l'euro, ça, son petit chat. Voilà, ce petit chat. C'est mignon comme ça fait une petite, avec cette petite touche de poésie, petite touche d'amour dans ce monde de brut. Spoiler, il finira encore dans la poche du Lévis d'un certain Raphaël Varane. Non, bref. Non, non. Donc, plus sérieusement, moi je vais te rejoindre aussi sur la première place pour la simple et bonne raison que je vois l'équipe de France collectivement au-dessus d'une équipe comme le Portugal. Et l'Allemagne, bah, j'ai envie de te dire, c'est très irrégulier. Et pareil, il y a énormément d'individualité. Ça me fait un peu penser au Chelsea du début de saison, qui sur le papier a énormément de qualité, mais finalement collectivement a assez peu de certitude. Donc peut-être que ça se construira. Ils n'auront pas autant de temps pour le construire à l'Euro que Chelsea a eu Ouais. de temps pour le construire tout au long de la saison et se retrouver en finale de Champions League et en position de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions en Première Ligue. Une dernière journée d'ailleurs qui aura lieu cet après-midi à 17h avec pas mal d'enjeux. La qualification peut-être des Reds de Liverpool pour la Ligue des Champions au profit d'une équipe comme Leicester. En tout cas, ce sera quelque chose qu'on surveillera avec impatience. Peut-être aussi la course à la Ligue Europa avec peut-être Arsenal, Leeds, on sait jamais, en concurrence avec Tottenham ou West Ham pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. En tout cas, on suivra également ça sur les antennes de 100% Live d'une part et de Wii Sport d'autre part, tout comme l'Euro. L'Euro, on va vous mettre en place un dispositif assez spécial. Quelques contours restent encore à déterminer, mais je pense que ce format était assez sympathique. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Du coup, on va sûrement mettre ça en place pendant l'Euro. Reste encore à déterminer le fond, mais en tout cas, la forme sera sûrement similaire à ce qu'on vous a présenté là-dessus, en plus évidemment de tous les articles sur le site. Mathieu, peut-être un mot de la fin pour conclure. Et un mot de la fin, je l'ai préparé et je vais lui rendre un petit suivi hommage à Francis Cabrel qui fête ses 68 ans cette année. Alors écoutez-moi bien, comme le taureau, Karim Benzema a quitté sa chambre noire pour plonger vers le grand jour, mais bien loin d'un tombeau, c'est une renaissance qui suivra le spectacle. D'ores et déjà annoncé comme magique, inoubliable, grandiose, on a tous hâte de voir cette nouvelle aventure débuter. Alors absolument aucun rapport avec la corrida, mais franchement, est-ce que ce monde est sérieux? Écoute, Voilà. je suis autant ému devant ces paroles de fin que devant la sélection de Karim Benzema il y a 5 jours. Tu réussis encore à m'en apprendre et à m'étonner tous les jours, mon très cher Mathieu. Je pense que ce sont des mots magnifiques qui clôturent à merveille cette émission. Il n'y a pas la Je n'ai pas vocation à passer derrière cette citation totalement improbable et qui rend Toujours plus, c'est pas possible. merveilleusement hommage à notre Francis Cabrel national. En tout cas, comme je vous l'ai dit, merci Mathieu déjà de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'est toujours un plaisir évidemment d'échanger à propos du football. Et nous, donc on se retrouvera au début de l'Euro, comme on l'a dit, le 11 juin prochain. Merci à tous de nous avoir suivis.